Yes, we can. ¡Que viva el pueblo grosso! ¡Que viva el grosso! Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir, bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur François Corse via Stella, évidemment. Le chiffre du soir, 70%. Il s'agit du nombre d'étudiants étrangers installés au Portugal qui a considérablement augmenté en 5 ans. Chaque année, c'est environ 30 000 jeunes originaires de 109 pays différents qui viennent passer un semestre ou plus dans le pays. Une richesse humaine et intellectuelle qui montre que le Portugal est l'un des pays les plus attractifs du moment et qui a fait de l'éducation une de ses priorités, peut-être un exemple à suivre. Les titres de votre 20h. Primaire, était-ce réellement une bonne idée? Nous en débattons avec deux militants, Marie-Jeanne Nicole et Paul Tourki-Dourian, suivi du débriefing culturel de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Ils sont 11 candidats à l'élection présidentielle. François Fillon pour les Républicains et Benoît Hamon pour le Parti Socialiste sont passés par la case primaire. De division en compromission idéologique, nous posons la question, primaire, était-ce vraiment une bonne idée ? Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Marie-Jeanne Nicole sur ma droite, à ma droite, et Paul Tourki-Dourian à ma gauche. Alors l'élection présidentielle française de 2017 est la première à être précédée d'autant d'élections primaires. Est-ce un modèle démocratique ou plutôt une arme de division interne, Paul ? Alors, dans certains cas, ça peut effectivement être une arme de division interne, et dans d'autres cas, ça peut être une possibilité aussi pour les différentes sensibilités qui composent un parti ou un mouvement, de s'exprimer aussi et de voir qui peut se permettre d'aller, en unifiant ensuite toutes ces sensibilités, à une élection. Bon, pour ce qui est le cas de la France, on s'aperçoit que la division est profonde, avec des va-et-vient entre les soutiens, entre les partis, entre les mouvements, des défections, des retours sur le devant de la scène. Il faut une grosse discipline, je dirais, militante, et un grand sens de la responsabilité des militants en général, pour soutenir un candidat qui n'est pas le sien. Et c'est vrai que les grands partis, de par leur côté massif, ont du mal effectivement à entretenir, je dirais, cet esprit-là, cet esprit militant. C'est pour cela qu'on a décidé, Marie-Jeanne, de revenir sur cette question des primaires, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique national, par rapport à cette élection présidentielle, qu'il n'y a pas véritablement de cadre bien défini. Vous avez des gens du Parti Socialiste qui vont chez Macron, même parfois des juppéistes qui vont chez Macron, et inversement. Il y a une espèce de mélange des genres. Oui, est-ce dû à la primaire ? Non, je crois que les primaires, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt un symptôme du dysfonctionnement démocratique que traverse la France aujourd'hui et de la division des partis, justement. Et que l'objectif, puisque je pense que les partis sont, contrairement à ce que vous disiez, ils n'ont plus beaucoup de base militante et donc ils sont un peu en difficulté. Et que l'objectif, c'est de légitimer le candidat qui va sortir par la démocratie du public, comme l'ont appelé certains sociologues. Et en réalité, ça a pour but aussi de remobiliser un camp, puisqu'on considère qu'il n'y a aucun candidat, sinon si ça avait été Hollande, peut-être, qui apparaît comme légitime pour les partis. Et donc je crois que le travers de cette pratique, qui est d'ailleurs assez peu... qui n'est pas constitutionnelle en France, au fond. En France, non, elle est aux États-Unis. Voilà, en France, ce sont en principe les partis, c'est organisé comme ça, qui désignent les candidats. Donc cette pratique, elle est un symptôme et elle a accentué, à mon sens, gravement les divisions. Et elle a eu aussi, surtout, un travers que moi je trouve inquiétant, c'est le côté... disons, de transformer un petit peu, déjà que c'est un peu tendance à ça, en une espèce de spectacle ou une sorte de pipolisation. Bon, alors évidemment, on n'a pas été privé de rebondissements avec... c'est pas fini. C'est pas fini, avec toutes les histoires, c'est un vrai feuilleton. Donc effectivement, les gens qui sont, pour la plupart, assez dégoûtés, assistent un peu médusés à ce... Il y a deux problématiques essentielles, je crois. C'est qu'effectivement, il y a le bruit idéologique
alors l'idéologie, je dirais, ou en tout cas les fondamentaux des partis passent en arrière après, je dirais la logique de conquête et de réseau. Et ensuite, il y a l'absence totale de leaders réellement charismatiques. On s'aperçoit que c'est par défaut, souvent, que c'est au dernier moment, c'est inattendu. Il n'y a pas une figure qui se dégage. Alors, ils en appellent tous, bien entendu, à De Gaulle, aux grandes figures du passé, à certains, François Mitterrand pour certains. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a que des ersatz de leaders. Il y a éventuellement des chefs de camp, mais pas beaucoup de généraux, voire pas du tout. Donc je pense qu'il y a effectivement une forme de démagogie, de popularisation du discours politique qui fait que c'est d'une vulgarité assez impressionnante, en tout cas au niveau français. Et puis ça conforte l'idée aussi qu'il y aurait un homme providentiel. D'ailleurs, tout le monde est en attente du débat, comme s'il allait avoir des dévoilements. Ouais, mais là, par exemple, sur le débat, on s'aperçoit qu'effectivement, et la posture de Jean-Luc Mélenchon sur le dernier débat en date, bien que ce ne soit pas une primaire, voilà, reste quand même une façon de faire du spectacle, puisqu'on est sur la petite phrase, on est sur le hashtag. Mais par exemple, quand même, par rapport à ce que vous disiez, je trouve que ce qui était en même temps intéressant, c'est que ça a fait ressortir de nouveau les clivages droite-gauche dont on disait qu'ils n'existaient plus, puisqu'on a eu le PS avec on dit toujours, Marie-Jeanne, ils disent toujours. Enfin, il n'y a pas vraiment de clivage. Avec la candidature de Macron, notamment. On en avait parlé lors d'une émission précédente. Il y a effectivement les extrêmes qui jouent les garde-fous, mais au centre, tout se brouille. Qui est réellement socialiste, qui ne l'est pas. Macron est-il un héritier du hollandisme? Qui n'est pas passé par la primaire, tout de même. Qui n'est pas passé par la primaire, voilà. Non, je trouve que quand même, il y a eu une résurgence de la gauche avec Hamon qui est élu quand même. Alors effectivement, il a mobilisé son camp, et en même temps, c'est plus trop. Et on le voit aujourd'hui dans les sondages, il est à peu près 10-11%. Voilà, et il grignote un peu aussi sur Mélenchon, c'est un peu. Et puis là, il est confronté à un problème, c'est d'essayer de ressouder le PS qui part. Et puis on a eu la droite qui s'est droitisée, donc en quelque sorte, on a revu. C'est redevenu prégnant, c'est gauche-droite, et effectivement, ce qu'on peut constater, et c'est là où on peut un peu se questionner, c'est qu'en même temps, il y a un centre où il y a une adhésion massive à Macron, qui est présenté comme l'homme du changement. On se demande pourquoi. Qu'il y a une espèce de flou, oui, effectivement. Oui, un espèce de flou hétéroclite au niveau idéologique, mais en même temps, et programmatique. En même temps, il est plus libéral. Il est. Alors, on a vu. Et on a vu qu'il a été rejoint par certains soutiens du Parti socialiste. Énormément. Effectivement, par certains jupéistes aussi. Donc on s'aperçoit qu'il y a le brou justement dans les cartes. Les clivages sont moins évidents. Excusez-moi, dans l'adhésion, oui. Pour revenir à ce que vous disiez, ça me paraît intéressant pour structurer nos échanges autour des primaires, que les deux élus, enfin que les deux personnalités qui sont sorties des primaires, François Fillon d'une part et Benoît Hamon, en fait, parlent essentiellement à leur camp, c'est-à-dire à la droite, bien ancré à droite, étatique. Pas tellement libéral, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde bien chez Macron. On l'a un petit peu caricaturé, mais c'est pas le libéralisme que l'on entend. Il y a une forme d'étatisme, effectivement. Il y a une forme d'étatisme. Et du côté de Benoît Hamon, c'est ce qu'on a appelé, pendant le quinquennat de François Hollande, les frondeurs. Oui. Mais il ne parle pas aux autres franges, à toute la population, aux citoyens, les institutions de la Ve République. La Ve République, en fait, quand on se présente à la Ve République, c'est la rencontre d'après le général de Gaulle, d'un homme et d'un peuple. Est-ce que c'est le cas avec les primaires ? C'est vraiment ma question du soir. Est-ce que c'est adapté aux institutions de la Ve République ? Non, mais le problème, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça montre aussi une crise des institutions. Parce qu'il y a une sorte de verticalité, effectivement, et qui s'incarne dans le fait un homme qui parle au peuple, enfin, le peuple étant une entité un peu difficile à définir, mais bon, peu importe, c'est pas le débat. Et donc, le désir d'horizontalité des gens, de participation. Et on voit bien que comment il s'appelle, Macron, dans ce mouvement En Marche, là, qui était au départ complètement dénué de fond politique, idéologique, programmatique, a eu une adhésion massive des gens qui ont envie de changement, qui ont envie de participer aussi. Voilà, pour revenir effectivement à la primaire, là où il y a aussi un problème de flou, c'est que sur les primaires telles qu'elles ont été organisées en France, tout le monde pouvait voter. C'est-à-dire qu'il ne s'adressait pas... à condition de payer 1 euro, de payer 1 euro.
ça ne s'adressait pas aux militants Non, c'est vrai. sensu. Donc il y a eu une forme D'ailleurs, il y de a eu une mélange là aussi stratégie. des genres, Oui. une stratégie de la gauche pour faire Avec élire un les- candidat qui était moins susceptible Oui. d'être dur ou de passer Oui. qu'un Sarkozy, Juppé etc. plutôt que Sarkozy. Voilà. Et on voit que ça a brouillé un petit peu les cartes. Donc à un moment donné, je pense que justement, ils essayent, parce que maintenant, ils ont été mandatés par leur parti ou mouvement, parce que le Parti Socialiste est une fédération de mouvance, ils ont été mandatés et ils essaient maintenant de justement réunir les troupes. C'est-à-dire que ça s'est fait en 2 étapes. Il a fallu convaincre le plus large possible, entre guillemets, et maintenant réduire pour avoir, je dirais, une force de frappe. Parce que même si effectivement il y a une carence au niveau militant dans les grands partis français, il y a toujours une nécessité d'avoir une présence mobilisable sur le terrain en permanence. Et c'est un petit peu ce qu'ils font maintenant. Ils ont du mal à convaincre par leurs arguments. On le voit, il y a un vide programmatique, on le disait, à peu près à tous les niveaux, qui est phénoménal. Par contre, il y a des discours qui reviennent sur les fondamentaux. On voit par exemple Hamon qui se réclame de Rocard, de François Mitterrand. Ouais. Il y a des retours au général de Gaulle. Et bientôt, on va invoquer Napoléon. Donc, c'est ces 2 étapes-là qui ont bien évidemment du mal à convaincre, encore une fois, les Français qui, comme vous le disiez, ont besoin de cette horizontalité et de cette participation plus active du public. Alors, encore une fois, une primaire, ce n'est pas la démocratie. Au sens où on l'entend, c'est éventuellement filer, je dirais, un droit de pouvoir participer à quelqu'un. Ouais. C'est l'espèce de semi-indirect, enfin bon, semi-direct. Mais en même temps, par rapport à ce que vous disiez sur mobiliser son camp, le fait que d'un côté Hamon ait été élu montre bien qu'il y a eu d'abord un affaissement du PS dans sa globalité, parce que globalement on peut voir que le vote progressiste, si on considère, a énormément baissé, on le voit dans les sondages. Donc Hamon a été le résultat d'une espèce de rejet de la politique de Hollande, et donc du coup une gauche, si je peux dire, une gauchisation du discours et un entraînement qui a été fait par les électeurs, puisqu'il y a eu beaucoup de participation, plus que par les notables du PS. Et donc ça, c'est une réalité. Et donc maintenant, il est confronté à un paradoxe, c'est qu'il essaye de réunir son camp, qui est extrêmement divisé. Mais il c'est peut pas. impossible. Et Fillon, il a été élu parce que les gens voulaient pas Sarkozy, d'une part, et que malgré tout, il y a eu une droitisation aussi, au niveau en particulier, une vision très conservatrice de la société, dans la droite, et qu'en même temps, aujourd'hui, il espérait grignoter sur le Front National, mais il n'y arrive pas et il perd. Et donc le grand vainqueur de ces primaires, c'est Macron. D'un point de vue Et- des sondages, hein, que les Oui, sondages, alors, ça oui. peut toujours Ceci dit, oui. basculer, bouger, comme pour sachant la primaire de qu'un droite. électeur Oui. sur 2, exactement, sachant qu'un Oui. électeur sur 2, aujourd'hui, ne sait pas pour qui il va voter. C'est important. Hein, Et bien tout de justement, même, c'est ça la principale leçon, c'est de voir le désintérêt, de voir la l'abstentionnisme. défiance, voir le dégoût des gens par rapport aux politiques. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, mon cher Paul, des primaires en Corse, notamment, tiens, pourquoi pas au mois de décembre, Oh, tiens. l'élection territoriale. Et Sûr. est-ce qu'il peut avoir des primaires dans le mouvement nationaliste? Émission sur la science-fiction désormais. On fait un peu de politique Bien fiction. sûr. Donc sur les élections qui nous attendent pour, je dirais, normalement la fin d'année sur la collectivité territoriale unique, on va être amené à définir des listes. Donc il est difficile Ouais. d'effectuer des primaires sur des listes. On fait une primaire sur des candidats qui portent leur propre Bien nom. joué. Mais sur la collectivité territoriale, c'est, je dirais, quasiment plus impossible. Encore une fois, on en sera plus à la capacité de travail, à la représentativité de l'élu. Et puis les sortants, Et à puis, la présence. il faudra renouveler les sortants ou pas? Enfin, Ça, il appartient encore une fois au mouvement politique de le décider. Puis c'est un scrutin à 2 tours avec la Voilà. proportionnelle, donc Voilà. c'est un peu différent. Est-ce que c'est c'est un peu impossible différent. maintenant d'imaginer une élection en France sans la passer par la case primaire? Ou est-ce que vous pensez que ce ne sera pas le cas les Donc, moi, je pense que plus qu'une institutionnalisation Oui. de la primaire, ou je dirais un recours quasi permanent à la primaire, ça doit arriver de manière ponctuelle pour trouver une solution politique, je dirais, globale et satisfaisante. Il ne faut pas que ça soit systématique. Si c'est systématique, c'est qu'effectivement, il y a un problème pour unifier un parti, un mouvement X ou Y. Non, réellement, la primaire, c'est une des solutions qui doivent être mises à disposition des candidats aux diverses élections, aux divers scrutins. Maintenant, voilà, je pense que quand même, il y a aussi, malgré tout, la plupart des partis ou des mouvements qui restent quand même assez souverains ou puissants. Et c'est souvent le manque de leadership. Hein, qui Oui, fait on le que voit la bien, il n'y a problème, pas c'est de le manque de crise du leadership, parti ouais. du Nous FN, sommes par d'accord. exemple. Exactement. Donc, je crois que ça ne sera pas une pratique forcément
institutionnalisé, comme vous venez de le dire. Je pense que ça sera ponctuel selon les... Mais je crois surtout qu'il y a aujourd'hui un danger d'implosion et du Parti républicain et du PS. Et du PS. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Primaire, était-ce vraiment une bonne idée, Marie-Jeanne ? Ben, je crois que c'était une tentative, de remobiliser, de légitimer un candidat, mais que c'était pas une très bonne idée parce que finalement ça n'a fait que exacerber les divisions. Et je crois qu'il aurait été peut-être plus utile. Et d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron l'ont compris en travaillant sur un projet commun par la base. Alors, je pense avec plus de sérieux chez Mélenchon que chez Macron, mais ça c'est mon point de vue personnel. Il y a eu l'idée qu'il fallait que les gens se réapproprient et adhèrent à un projet collectif. Et que c'est beaucoup plus à travers ce type de processus qu'on arrivera à redonner goût aux politiques et pour que les gens adhèrent à un projet collectif commun qui rende les choses, un avenir un peu plus juste, plus Et pas libre, par un casting. et plus solidaire. Et pas par Voilà, un pas de casting de primaire. casting. Paul ? 40 secondes. Alors, moi je pense que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça doit faire partie de la boîte à outils des partis politiques. Alors, le système de primaire. Maintenant, les primaires, comme elles se sont déroulées en France, où on autorisait à voter si on payait, enfin bon, etc. Je pense que c'est une très mauvaise idée, déjà parce que ça permet de mettre au point des stratégies, on l'a vu, politiciennes au niveau militant, hein, puisqu'on influe, on fait bouger des masses de votants qui n'ont rien à voir avec le parti qui réclame ses primaires. Donc je crois qu'il faut, plus que l'institutionnaliser, plus que le répandre, il faut que ça reste ponctuel, parce que malgré tout, on peut arriver quand même à dégager des gens, des hommes et des femmes, qui peuvent être représentatifs ou marqueurs importants de leur parti ou mouvance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange concernant les primaires. Nous sommes revenus à cette question-là des primaires parce que on en parle encore. Il y a des dossiers un petit peu partout dans la presse et parce que ça agite encore l'opinion publique. Nous allons débriefer vos échanges parce que c'est toujours bon d'user, d'aller du côté de la littérature, du cinéma notamment, de la caricature, de la culture, et de la caricature parfois nous allons l'évoquer. Ça c'est pour les films moldaves de Xavier. C'est ça, bien joué le teaser. Nous l'avons dit, les primaires sont souvent associées à la personnalisation du politique. Pour certains, il s'agit d'un formidable outil d'accession au pouvoir et pour d'autres, une simple loterie ou un casting. Nous en avons parlé. C'est ce que nous allons continuer à décrypter en compagnie de Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Bonsoir Marie-Ange, bonsoir Xavier. Bonsoir. La règle du débriefing, qu'avez-vous retenu des échanges, très rapidement? Beaucoup de choses parce qu'on n'a pas arrêté de parler en coulisses. Mais moi, je retiens un peu, ils n'en ont pas beaucoup parlé, on l'a vu un petit peu en filigrane, c'est la schizophrénie du peuple français et européen. C'est-à-dire que demain, je pense que si on arrête les primaires, on va dire que ce n'est pas un processus démocratique, on ne fait pas participer le peuple, etc. Mais en même temps, on voit que l'organisation, mis à part le physique avantageux de Benoît Hamon, ça n'a pas donné, ça n'a pas été très efficace et ça a même contribué à faire imploser. Par contre, ça a marché, 4 millions, plus de 4 millions d'électeurs pour François Fillon et un peu plus de 2 millions. Oui, parce que contrairement à la gauche, les électeurs de gauche se sont déplacés pour les primaires de droite, ce qui n'a pas été forcément le cas. Ouais. Voilà. Moi, je retenais l'analyse de Marie-Jeanne, Nicole, qui disait que les primaires étaient finalement un échec. Moi, si je donne mon avis, qui n'intéresse que moi, mais je donne quand même. Vous êtes là pour ça. Voilà. Non, du coup, c'est-à-dire que moi, je considère que c'est plus qu'un échec, c'est même un raté. Je trouve ça stupide, idiot, ça n'a aucun sens. Si ce n'est que ça rallonge les campagnes, ça use un peu tout le monde parce que ça fait 1 an, 2 ans de campagne, c'est très long, pour un résultat qui fait pchit. C'est un peu de la poudre de perlimpinpin, en fait. Voilà, alors, de la poudre de perlimpinpin pour Xavier Affre, est-ce de la poudre de perlimpinpin pour le magazine 1 ? Évidemment que non. Alors le magazine 1, on va le présenter un petit peu. C'est un véritable magazine indépendant qui n'est attaché, un hebdomadaire, qui n'est attaché à aucun groupe ni financier ni publicitaire. Et pour le numéro 130 de novembre 2016, il y a eu un dossier spécial sur les primaires de droite. Alors ça s'est focalisé un petit peu sur les primaires de droite, mais le dossier dépasse vraiment le bipartisme et on s'intéresse au mécanisme médiatique des primaires, à l'image des candidats sur laquelle au final tout se joue. Et
On aborde aussi la dimension idéologique, on en parlait un peu, à travers un article sur les électeurs infiltrés, c'est-à-dire les électeurs de gauche qui votent pour les primaires de droite et ceux de droite qui votent pour la primaire de gauche. Enfin bref, il y a beaucoup de regards pertinents qui se croisent et c'est vraiment un magazine à lire. Abonnez-vous, c'est en version numérique et en version papier, on peut le commander aussi sur Internet. Et c'est un très 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 bon magazine. Xavier. Alors moi j'ai choisi un documentaire qui est passé il y a pas très longtemps sur une chaîne concurrente. Bon, tout ce qui est bien ne passe pas forcément sur notre chaîne, même s'il en passe beaucoup. Ça s'appelait Instinct primaire. Alors je trouve que le titre est extraordinaire. J'aurais pu choisir King Kong, vous savez, le dernier, là, parce que du coup c'est un affrontement de singes, hein, d'où Instinct primaire, de Thomas Legrand, alors qui est éditorialiste sur France Inter, et qui s'est déjà intéressé à pas mal de campagnes politiques, et qui cette fois-ci, on le voit un petit peu à l'écran, s'est intéressé à plonger directement dans la campagne de ces primaires de la droite, en ayant accès à pas mal de choses. Alors pas à tout, mais quand même, il a pu mettre ses caméras, du moins les réalisateurs, parce qu'il n'est pas seul, hein, c'est Bruno Joucla et Élise Baudouin qui sont vraiment les réalisateurs. Lui, c'est lui qui s'est occupé de la conception du documentaire. Et en plaçant ses caméras un peu comme ça, en off près, c'est-à-dire qu'en prenant des interviews, mais dans les voitures, sur le fil, et puis des interviews un peu plus posées, on a des règlements de compte. Alors, c'est Dallas, hein. Trahison, des coups de poing, des coups de poignard dans le dos. Bon, ça, c'est un classique. Mais en fait, c'est vrai que si on avait vu le documentaire avant, pendant qu'il se faisait, je pense qu'on aurait bien compris qu'Alain Juppé était l'arbre battu depuis très longtemps. Ça se voit assez bien dans le documentaire. C'est ça qui est assez fort. Et puis, c'est un peu la bassesse politique, je trouve, qu'on voit dans ce documentaire où de toute façon, tout à l'heure, nos débatteurs en parlaient, où on a un affrontement d'ego, on a un affrontement de gens. Alors les primaires, c'est pratique pour certains, vous savez, parce qu'on n'entend jamais parler d'eux. Hein. Qui avait entendu parler de Monsieur Poisson, bon, qui s'est d'ailleurs largement noyé, mais bon, on n'entend plus parler. Mais non, du coup, ça permet à certains d'exister pendant quelques temps. Voilà, c'est fulgurant, mais c'est là quand même, hein, du coup. Et ce documentaire était vraiment intéressant, très bien fait, donc vraiment fascinant. Voilà, pour le coup, télévisuel, mais très bien fait. Marie-Ange, on va passer à un ouvrage. Oui, à quoi un sert ouvrage collectif. Un ouvrage collectif. Pour que vous puissiez le montrer voilà. à la caméra. Le titre est excellent et tombe à point nommé pour cette émission parce que, je le répète, on évoque les primaires parce que dans la rédaction de Pendant le 20h, on s'est dit que ce qui se passait actuellement d'un point de vue politique était la dispersion des votes, les alliances un petit peu curieuses sont dues aussi aux primaires. Hein. Oui, alors, et vous avez raison, le sous-titre du livre, donc À quoi sert un président ? Comprendre la crise du politique. On ne va pas parler des rouages institutionnels, on ne va pas parler de l'organisation de la présidence de la République. La question est directement reliée à cette crise, à cette crise de la fonction, cette banalisation de la fonction. Alors, il y a plusieurs essais, une vingtaine à peu près, et avec que du beau monde. Mazarine Pinjot, Brice Teinturier, Michel Onfray. On peut le mettre dans le beau monde aussi. Luc Ferry et Mazarine Pinjot, d'ailleurs, ouvre le débat. L'excellente Mazarine Pinjot ouvre le débat. Je vais la citer. Elle commence comme ça. La banalisation de la fonction présidentielle s'accompagne paradoxalement d'une personnalisation contradictoire qui n'est pas seulement le fait de quelques hommes, mais une lame de fond qui remue de fond en comble le rapport de l'individu à la société. Voilà, le cadre est posé et s'ensuit une vingtaine d'essais pertinents sur la vision, l'autorité, l'incarnation de la fonction. Enfin bref, des regards encore une fois croisés, intelligents, et j'en profite pour dire que c'est une édition du magazine Le 1 dont on parlait tout à l'heure. Voilà. La crise du politique, crise, hein, la racine grecque du mot crise, c'est krinéin, le choix de l'indécidable. Avez-vous continué à vous faire votre choix pour les prochains? Non pas présidentiel, mais... Pour les films, oui. Sinon, j'avais donné mon choix. Moi, vous savez, en même temps que je le dis, je me dis, on va pas le faire. Non, alors, je me suis intéressé à un film. Il y a beaucoup de films, notamment aux États-Unis, sur les élections et les campagnes de primaires aux États-Unis, qui, chose bizarre, sont bien plus passionnantes que par chez nous. Il faudrait qu'on s'interroge aussi quand même. Peut-être que c'est trop spectacle. C'est les marges du pouvoir, encore une fois, hein, aux États-Unis. Les marges du pouvoir de George Clooney avec Ryan Gosling et l'excellent aussi Philip Seymour Hoffman qui est mort, qui nous a quittés depuis. Là où on voyait justement cet affrontement dans le camp démocrate entre George Clooney, qui était gouverneur de Pennsylvanie, et un autre sénateur qui, lui, sénateur de l'Arkansas, qui veulent évidemment tous les deux être le représentant démocrate pour la présidentielle. Alors là aussi, hein, coup bas, alliance, tentative de débauchage de directeur de campagne, enfin tout passe évidemment. Et je pense que le film est même peut-être
assez sympathique par rapport à ce qui se passe vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que c'est Georges Clooney. Je sais que vous le rêvez futur président, ce que peut-être il sera un jour. Non, c'est un pari. Il a dit. Mais en tout cas, il y a une volonté. aurait dit non, mais bon. Oui, mais il y a une volonté. Trump, Il y a une pas vraie après. volonté de dynamiter vraiment le politique américain. Même si le film est sage, enfin voilà, c'est pas non plus la poétique-fiction des années 70 quand même. Non, hein. nous sommes Le film est même un peu faible pour moi, mais il est intéressant parce que justement le parallèle. Ce n'est est pas vraiment... voté Macré, hein, notamment. Non, mais le parallèle est très très intéressant avec ce qui se passe en France et avec la situation aux États-Unis, où primaires organisées, vous l'avez dit, institutionnalisées, mais qui fonctionnent depuis très longtemps, et les primaires chez nous organisées assez vite. Où, par exemple, on n'est pas capable de donner un résultat sur 10 000 bureaux de vote en 1 heure. Enfin, voilà, il faut quand même le dire, ça paraît lamentable. C'est pas le même professionnalisme, si non. vous voulez le dire comme cela. Non, Pour être gentil. Voilà. Voilà, c'est pas le Et même je suis gentil. Et vous l'êtes, enfin, ça vous arrive parfois. Vous noterez que j'ai failli vous demander pour qui vous alliez voter, hein, et je ne l'ai pas fait. Eh bien, vous avez raison. Il Mystère. me l'a dit en coulisses, c'est Oui, scandaleux. j'imagine, il n'arrête pas de le dire. Merci beaucoup à vous deux pour ce débriefing. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.